cours de la vie de n'importe quel couple. Il ne faut pas parler que la contraception. La contraception, certes, elle intéresse majoritairement la femme, mais elle intéresse surtout, elle peut intéresser l'homme et elle peut intéresser le couple, parce que ça reste un choix de couple. Ne pas avoir d'enfant et rythmer son activité sexuelle, c'est un problème de couple. Donc le contrôle des naissances continue à poser un problème dans le monde, même si on estime les couples utilisant la contraception à 650 millions, les grossesses non planifiées restent fréquentes. Donc il y a toujours la grossesse accident, la grossesse non désirée, la grossesse jet hagder. Donc toujours vous allez entendre parler de ça. Il existe actuellement une panoplie de méthodes contraceptives qu'on doit discuter et expliquer aux couples. Vous gardez en tête, la contraception, ce n'est pas une ordonnance type. La contraception, chaque couple a sa propre contraception qui répond à ses besoins, qui répond à ses antécédents personnels, à ses antécédents familiaux, à ses antécédents beaucoup plus pathologiques, à son rythme de vie, on va dire, à ses besoins, à ses projets obstétricaux. Vous allez avoir un couple qui veut avoir 3 enfants, un autre couple qui va avoir des enfants. Donc ça reste un choix. Et il n'y a pas une ordonnance type. Le praticien, le médecin généraliste ou bien le gynécologue, il doit adapter cette méthode contraceptive en fonction des besoins et en fonction de l'état de santé, surtout l'état de santé de chaque couple, de la femme et de l'homme. Le rôle de médecin est principalement d'informer le couple sur les avantages, les inconvénients, les échecs de la méthode retenue, d'éliminer les contre-indications éventuelles et de proposer le produit le plus adapté à la patiente. Vous n'avez pas le droit de prescrire une contraception dans le couloir. Vous n'avez pas le droit de refaire une ordonnance. Vous mettez des ostroprogestatifs à une malade que vous ne la connaissez pas. D'accord? Parce qu'elle risque de faire un AVC, elle risque de faire une thrombophlébite, parce que vous n'avez pas interrogé la malade. Peut-être que c'est une malade qui a déjà fait des thrombophllébites. Et par la suite, vous lui donnez comme ça dans le couloir une ostroprogestative. Elle va vous ramener vous allez lui prescrire l'ordonnance et elle va mourir. D'accord? Donc la contraception, il ne faut pas négliger la prescription d'une contraception. Ce n'est pas anodin. La contraception, c'est un médicament, on va dire une méthode médicale ou bien chirurgicale, mais qui sera adaptée au couple, aux besoins de couple. Donc, c'est quoi la contraception? C'est tout procédé empêchant la conception de manière temporaire, réversible et permettant une activité sexuelle normale. Doit répondre à 4 impératifs. Elle doit être efficace, évaluée par l'indice de Peer, on va parler de ça, la bonne acceptabilité, la réversibilité, lorsque la malade elle va arrêter cette méthode, elle peut retomber enceinte, l'innocuité parfaite, c'est-à-dire c'est innocif, donc elle ne peut pas tomber malade, parce que si vous avez une malade qui a, je reviens toujours sur l'exemple de la thrombophlébite ou bien de diabète ou bien de l'hypertension, et vous allez lui donner une pilule ostroprogestative, ça va être nocif pour la malade. Donc il faut que la pilule soit innocive. Et enfin le coût, il faut que ça donc le couple peut se permettre d'avoir cette méthode contraceptive. L'indice de Peer, c'est quoi? C'est le nombre de grossesses en une année pour 100 femmes exposées ayant une activité sexuelle dite régulière. On prend 100 femmes sur la durée d'une année qui ont pris la même méthode contraceptive, soit pilule, soit stérilée. Et sur ces 100 femmes, on doit calculer le nombre de grossesses. D'accord? Et on va définir l'indice de Peer, le nombre de grossesses accidentelles sur le nombre de cycles observés ou exposés, fois 12 fois 100, il va nous donner le pourcentage de années femmes. À titre d'exemple, vous avez un P égal à 2, veut dire qu'il y a 2 femmes sur 100 soumises à la méthode pendant 1 an ont été enceintes au cours de cette période d'exposition. D'accord? Une contraception est jugée réellement efficace si l'indice de Peer est inférieur à 5%. Parce que vous avez compris l'indice de Peer. Donc sur une période de 1 année, c'est les mêmes femmes exposées qui vont utiliser la même méthode contraceptive, qui ont, on va dire, une activité sexuelle régulière, et on va quantifier le nombre de grossesses sur ces 100 femmes.
Et comme ça, on va définir l'indice de Pearce. Les conditions pour avoir une grossesse maintenant. Comment on peut avoir une grossesse? Pour qu'il y ait une grossesse, on a 3 conditions. L'ovulation, au développement des follicules, dans un follicule mûr qui va expulser un ovule à chaque cycle menstruel. La fécondation, grâce à une glaire cervicale filante, les spermatozoïdes vont passer le col de l'utérus pour rencontrer l'ovule et le féconder. Et l'anidation, l'embryon issu de la fécondation va migrer dans l'utérus, s'implanter dans l'endomètre et poursuivre son développement. Donc il faut bien comprendre les conditions de la grossesse pour pouvoir les empêcher. D'accord? Les méthodes contraceptives. Schématiquement, on a les méthodes hormonales et les méthodes non hormonales. Les méthodes hormonales, on a la pilule via la méthode ostroprogestative et on a la méthode progestative. Pour les méthodes non hormonales, ce qu'on appelle la méthode ou bien mécanique, ce qu'on appelle le DU, le dispositif intra-utérin, ou bien le stérile. On va détailler ces pilules. Donc pour l'hormonal, on a l'ostroprogestatif, pilule patch anovaginale. Pour les progestatifs seuls, on a les pilules micro ou macrodosées, contraception injectable, l'implant, le stérilet à la progestérone. Pour la contraception mécanique, on a le stérilet, le diaphragme, les spermicides. Les spermicides, c'est des produits qui vont tuer les SPZ. Le mot cide, phyticide, c'est-à-dire tuer. D'accord. Spermicide, c'est-à-dire c'est un produit, un gène, qu'on va détailler tout à l'heure, les préservatifs masculins et féminins, les méthodes dites naturelles, la contraception d'urgence, la contraception définitive, c'est-à-dire la stérilisation, et la contraception masculine. Donc, c'est un tableau, donc un schéma qui va récapituler donc une contraception hormonale, soit ostroprogestative, soit progestative, et la contraception non hormonale, c'est la contraception mécanique. Premièrement, la contraception ostroprogestative. Le mode d'action, elle va agir sur 3 aspects ou bien 3 stades. Elle va inhiber la sécrétion hypophysaire de FSH-LH, c'est-à-dire elle va inhiber l'ovulation. Donc c'est une action antigonadotrope. Elle va inhiber la prolifération endométriale, donc elle va empêcher l'endomètre de se développer et de recevoir un œuf fécondé. Et elle va modifier la glaire cervicale. Donc on commence en bas, elle va modifier la glaire cervicale. Si elle va modifier la glaire cervicale, le SPZ il ne peut pas glisser vers l'œuf qui se retrouve au niveau de la trompe, le tiers externe de la trompe, pour la féconder. D'accord? Il va être piégé, il va être éliminé au niveau de vagin. D'accord? Et elle va empêcher l'endomètre de se développer parce que chaque cycle, l'endomètre il va se développer. Il va s'enrichir en vaisseau en se préparant pour recevoir l'œuf fécondé. Donc cette contraception, cette pilule ostroprogestative, elle va empêcher l'endomètre de se développer et elle va agir au niveau central, donc en inhibant l'ovulation. Ça marche pas. Les produits utilisés maintenant pour la pilule ostroprogestative, on a les oestrogènes, ostroprogestatifs. Donc oestrogène, on a l'éthényl-ostradiol, il a une meilleure biodisponibilité mais avec une forte affinité pour le foie qui peut induire des effets secondaires métaboliques et vasculaires très importants. C'est pour ça qu'on doit faire un bilan. Le valérate d'estradiol, oestrogène naturel, moins d'effet mais il n'est pas disponible. Selon le dosage de l'ostradiol maintenant, des oestrogènes, on peut avoir une pilule normodosée, c'est-à-dire 50 gamma. Vous avez l'habitude d'entendre de long jargon médical, 50 gamma, 30 gamma, 20 gamma. Donc c'est la teneur de la pilule en oestrogène. Donc on parle d'une pilule normodosée si elle contient 50 gamma d'oestrogène par comprimé. Les pilules minodosées, c'est 15, 20, 30. 35 et 40, c'est-à-dire inférieur à 50 gamma d'oestrogène par comprimé. C'est pas le même effet. C'est-à-dire, c'est la teneur en oestrogène. La teneur en oestrogène, non, elle a le même effet, mais c'est la teneur en oestrogène. C'est pour ça, parce que l'oestrogène, il va agir en inhibant l'ovulation, en fonction des indications.
La pilule normodosée, elle a ses indications, elle a ses malades, et l'autre pilule minodosée, elle a ses malades. D'accord. Les progestatifs, ce sont des progestatifs de synthèse. Ils sont dotés d'une activité antigonadotrope très supérieure à celle de la progestérone naturelle, qui justifie leur emploi en contraception. On distingue les progestatifs de première génération, donc ça va nous donner un effet androgénique. Les progestatifs de deuxième génération, le vénogestrel. Les progestatifs de troisième génération, faible effet androgénique et moins d'effets secondaires, le désogestrel, le gestodène et le norgestimate. Les progestatifs de quatrième génération, c'est les drospérone et les dénogestes. Donc ça reste des mots, on va dire, pour commercialiser les pilules. Les différentes pilules ostroprogestatives, selon la répartition des variables dosage, donc la pilule, elle va se définir par sa teneur en oestrogène et sa teneur en progestatif. Donc on distingue les pilules séquentielles où le progestatif n'apparaît que pendant la deuxième partie de cycle. Il s'agit de pilules pleutothérapeutiques pour faire générer l'endomètre abrasé. Généralement, ce type de pilule, on le prescrit après un avortement, d'accord? Généralement après l'avortement, après, on va dire un avortement tardif, pour aider l'endomètre à se régénérer, d'accord? On peut avoir des pilules combinées où le progestatif est associé tout au long du cycle. Donc, soit le progestatif peut être administré seulement la deuxième partie du cycle, c'est-à-dire durant la phase progestative, ou bien il peut être administré durant tout le cycle. Donc, tous les comprimés, ils vont contenir une partie de progestatif. Exemple de pilules combinées, normodosées contenant 50 gamma par exemple, on a le cédéré, le niogénant. Les minodosées contenant 30 et 40 gamma, on a les minodosées monophasiques, donc l'oestrogène et la progestérone à la même dose durant toute la durée de la plaquette, microgénant comme exemple. Les minodosées biphasiques variant selon 2 paliers, adépal. Minodosées triphasiques variant selon 3 paliers, tréla et logénant. On a les ostroprogestatifs à 20 gamma comme le Mercilan Liliane et à 15 gamma comme Mines. C'est des noms commercialisés. Hein? Deux paliers, c'est-à-dire parce que le cycle, vous avez fait le cycle menstruel. Oui. Le cycle menstruel est divisé en 2 parties. On a la première partie et la deuxième partie. La première partie sécrétoire et la deuxième partie progestative. Donc la deuxième partie, donc soit on peut avoir la même teneur de progestérone, c'est-à-dire le même comprimé, il va contenir la même quantité d'oestrogène et de progestatif de tous les comprimés. Soit on va donner seulement le progestatif durant la deuxième phase. On ne va pas donner la première phase, donc là, les comprimés de la première phase, ils ne vont pas contenir de progestatif. 3 paliers, c'est pratiquement la même chose. On va avoir la première phase sécrétoire, progestative, et on va voir la durée de privation. Lorsque la malade, généralement, c'est entre l'ostroprogestatif de 21 jours, elle va arrêter 7 jours. Mais en cas de triphalie, non, elle va continuer à prendre. Donc c'est comme, on va dire, un placebo. C'est des comprimés qui ne vont rien contenir. D'accord? Mais pour que leur malade n'oublie pas son comprimé. D'accord? Comment prendre sa pilule? Prise de premier comprimé de la plaquette le premier jour des règles, lorsque la patiente était face aux ostroprogestatifs, et au plus tard au 5e jour. Donc la malade a le choix de prendre sa pilule durant les 5 premiers jours de cycle. Généralement le premier et le deuxième, maximum le 5e. Pour les plaquettes de 21 comprimés, il faut arrêter systématiquement de 7 jours. C'est-à-dire la malade, elle va trouver sa plaquette qui va contenir 21 comprimés, elle va les prendre, elle va arrêter 7 jours. Au bout de 3-4 jours, elle va avoir une hémorragie de privation qui va faire le sang blanc comme si c'était sans règle. D'accord. Après le 8e jour, elle va commencer la deuxième boîte, même si le sang n'est pas encore arrêté. D'accord. Donc elle va commencer sa deuxième boîte. Et l'origine de cette... Non, au bout de 3 jours de l'arrêt, parce qu'il y a une chute rapide, une chute hormonale. Donc elle va avoir une hémorragie de privation. On l'appelle l'hémorragie de privation. L'origine de ce... C'est un saignement fonctionnel. C'était hormonal, c'est d'origine hormonale, parce qu'elle a arrêté brusquement les hormones, donc il y aura une chute libre des hormones, elle va saigner. Ce saignement, on va appeler ça comme c'est des règles artificielles. Ce ne sont pas réellement des règles.
parce que les règles, il faut avoir des règles, il faut avoir un endomètre qui était apte pour recevoir le fécondé, il est richement vascularisé, il va se desquamer à deuxième phase pour avoir les règles. Mais là, on n'a pas tout ce mécanisme physiologique, on a juste un arrêt brusque de la pilule de désormant, donc il y aura une hémorragie de prévention. Donc, les 7 jours, elle va arrêter. Au bout de 3 jours, elle va avoir une hémorragie. Elle va continuer à saigner pendant 3-4 jours. Le 8e jour, elle commence la deuxième boîte. Soit le saignement, il est toujours là, ou bien il s'est arrêté, elle doit continuer la deuxième boîte. Pour les plaquettes à 21 compris. Oui. Mais elle n'avait pas développé son endomètre, c'est ça? Oui. C'est l'anidation. C'est pas ses règles. C'est pas ses règles, c'est une hémorragie de prévention. On les appelle couramment des règles, mais en réalité, on va dire que c'est des règles artificielles, c'est des hémorragies de prévention. Pour les plaquettes de 21 jours, lorsque la plaquette contient, s'il vous plaît, lorsque la plaquette contient le même nombre de comprimés, donc la malade, elle ne va pas arrêter, ça va être une prise continue. Donc, il y aura 7 comprimés de placebo dans la plaquette. Avantage, évite d'oublier de prendre sa pilule après la semaine d'arrêt. Parce que généralement, lorsque la malade fait 7 jours d'arrêt, le 8e jour, elle va oublier. Pour ne pas tomber dans ce piège, donc on a fabriqué ce type de pilule où il y a des comprimés placebo. Donc la malade, elle ne fait pas de fenêtre. Donc elle va continuer à prendre. Si elle a oublié une dose journalière, elle peut la donner demain. Ouais. En cas d'oubli de pilule, si l'oubli est date de moins de 12 heures, elle doit prendre le comprimé et continuer la plaquette normalement. Par exemple, elle a l'habitude de prendre son comprimé à 20h de soir. Vers, on va dire, minuit, elle s'est rappelée qu'elle a oublié. Donc 20h, minuit, c'est moins de 12 heures. Elle prend le comprimé, elle continue et elle est toujours protégée. D'accord. Si l'oubli il date de plus de 12 heures, donc elle prend le comprimé oublié dès qu'elle constate son oubli et le comprimé de jour comme d'habitude. Puis elle continue la plaquette normalement jusqu'à la fin de cycle. D'accord. Mais elle doit associer une autre méthode. D'accord. Jusqu'à la fin de la plaquette, parce que c'est risqué. Je répète, par exemple, vous avez une malade, elle a l'habitude de prendre sa pilule à 20h de soir. Elle se réveille à 10h du matin, elle a fait sa grasse matinée, elle s'est rappelée qu'elle n'a pas pris son comprimé de la veille. À 10h du matin, elle va prendre le comprimé oublié. À 20h de même jour, elle va prendre le comprimé, mais elle doit associer ça à un préservatif, par exemple. D'accord? Parce qu'elle peut peut-être ne pas protéger, surtout si elle est au moment de l'ovulation. D'accord? Donc, en cas d'oubli moins de 12 heures, elle prend le comprimé au moment où elle constate son oubli. S'il est supérieur à 12 heures, elle prend le comprimé ou elle constate son oubli aussi, mais elle doit associer ça à une autre méthode contraceptive. D'accord? Maintenant, les patchs contraceptifs. Principe de patch. Donc c'est le même principe comme les patchs antalgiques, les patchs. Donc le principe, il va avoir une diffusion quotidienne de façon continue d'à peu près de 20 gamma d'éthynylstradiol et de 150 gamma de norgestérone. Le principal mode d'action de timbre est de prévenir l'ovulation en inhibant la sécrétion des gonadotrophines. Il peut également épaissir le mucus cervical, il peut causer une atrophie de l'endomètre et il peut altérer le transport tubaire de l'ovocyte et des spermatozoïdes. D'accord? À usage journalier. On va parler de ça. La voie d'administration, c'est une voie transdermique. Le mode d'utilisation, coller un patch par semaine pendant 3 semaines. D'accord? Suivi d'une semaine d'arrêt. Donc chaque semaine, on met notre patch. Une semaine, c'est 3 semaines et on arrête une semaine. D'accord? Donc pour un cycle de 28 jours. L'efficacité, elle est comparable à la pilule. Il est facile à poser parce que pour la comprimer à chaque fois, elle risque d'oublier, elle reste là. Mais le patch, une fois il est placé, elle ne va pas le surveiller, elle ne va pas le voir. Il est facile à poser. On a 4 sites d'application, soit sur les fesses, l'abdomen, la partie supérieure de dos, bien la face externe de bras. Reste, il ne faut pas l'appliquer sur le sein. Reste en place quelles que soient les situations. Donc on a mis ce patch à plusieurs explorations, à plusieurs on va dire expériences, le bain, le sauna, la rame, mais il ne se détériore pas. Donc il reste en place et il reste donc maintenu.
active. Donc en cas de sport, douche, piscine, n'importe quelle situation, elle est toujours active. Maintenant, l'anneau vaginal. Ça, c'est un anneau vaginal. C'est un contraceptif hormonal combiné puisqu'il contient un oestrogène et un progestatif qui libère lentement de façon continue via l'épithélium vaginal pendant une période de 3 semaines. Le mode d'utilisation, insérer profondément au fond du vagin un anneau intravaginal pendant 3 semaines, suivi d'une semaine d'anneau. Donc c'est un anneau que la femme, elle doit l'insérer dans son vagin et il va libérer des hormones. D'accord. Et ces hormones, parce que le vagin, il est richement vascularisé. D'accord. À travers le vagin, il y aura la circulation de ces hormones qui vont agir, bien sûr, sur l'ovulation, sur l'endomètre et sur la glaire cervicale. Elle doit le retirer, oui. Les particularités de la contraception oestroprogestative. La surveillance. Comment je vais surveiller cette malade, cette femme, c'est pas une malade. Surveillance clinique et biologique. Consultation tous les 3 mois s'impose. Elle comprend un examen clinique génital, un examen mammaire. Si vous avez une malade qui a un problème du sein, vous n'avez pas le droit de prescrire une pilule. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut jamais prescrire une pilule dans les couloirs. Il ne faut jamais refaire une ordonnance d'une autre malade avant de voir la malade ou bien de faire son interrogatoire. La surveillance ultérieure s'effectue tous les 6 ou 12 mois avec un frottis chaque 3 ans et un bilan biologique par an. Les effets secondaires maintenant, elles sont imputables pour la majorité à la composante oestrogénique. Donc c'est la partie oestrogénique qui est responsable dans la majorité des cas des effets secondaires. On a le métabolisme lipidique. C'est pour ça l'obésité, ça peut être une contre-indication relative à la pilule. Élévation des triglycérides, HDL cholestérol, métabolisme glucidique, diminution de la tolérance aux hydrates de carbone, diabétogène chez les sujets prédisposés. Si vous avez une malade, par exemple, qui a déjà fait un diabète gestationnel, donc elle a un risque élevé de développer du diabète, vous n'avez pas le droit de lui donner une pilule. Effet sur la tension artérielle, augmente les chiffres tensionnels, donc par altération des parois vasculaires. Effet sur les facteurs de coagulation, hypercoagulabilité. Risque thromboembolique plus marqué chez les femmes de plus de 35 ans, les fumeurs surtout, ayant pris la pilule pendant plus de 5 ans. Donc si vous avez une malade qui fume, qui a âgé plus de 35 ans, qui est obèse, qui a un antécédent familial ou bien personnel d'un diabète, même un diabète gestationnel, vous n'avez pas le droit de lui donner une pilule, parce que vous allez favoriser l'apparition du thrombophlébite. Risque hépatobiliaire, ictère cholestatique, lithiage cholestérolique. Autre problème, spotting. Spotting, c'est un saignement minime, c'est des gouttes de sang en dehors des règles. Un hirsutisme, apparition des poils, des douleurs pelviennes, prise de poids, diminution. Prise de poids par quel mécanisme? C'est par la rétention d'eau, parce qu'elle interfère avec l'équilibre acido-basique. Prise de poids, la diminution de libido. Les contre-indications, on a des contre-indications relatives, l'allaitement, l'âge supérieur à 40 ans, l'obésité, la migraine, les varices importantes, le tabac, le diabète, les antécédents familiaux de cancer de sang et l'allaitement prolongé. Le problème hépatique, le problème hépatique, on a des relatifs. Maintenant, les contre-indications absolues. Vous n'avez pas le droit de donner la pilule. Antécédents thromboemboliques artériels et ou veineux, cardiopathie thrombogène, HTA chronique, fumeuse de plus de 35 ans, pathologie cérébrale d'origine vasculaire, les malades qui ont l'antécédent d'anévrisme cérébral, qui ont les problèmes de migraine, les problèmes, vous n'avez pas le droit de leur donner la pilule. Les hémopathies sévères et récentes, la prise concomitante de tuberculostatique pour soi, parce que la pilule, c'est un chilateur de donc si vous avez une maladie qui a la tuberculose et vous donnez en même temps les antituberculeux associés à la pilule, donc ni les antituberculeux vont être efficaces, ni la pilule va être efficace. D'accord. Les antécédents de prurite, de cholestase gravidique. Le prurite, cholestase gravidique, c'est une pathologie liée à la grossesse. Donc, généralement, le 3e trimestre, c'est des femmes qui vont avoir un prurite gravidique avec une cholestase, donc on ne leur donne pas la pilule. Insuffisance hépatique, adénome de foie, hépatite virale en cours, diabète mal équilibré, hyperlipidémie, cancer de sein, de l'utérus et la thrombophilie. Thrombophilie, c'est une maladie vasculaire, donc qui peut être à l'origine de thrombophlébite et lupus. Maintenant, après la contraception oestroprogestative, la contraception progestative pure.
Mode d'action, atrophie de l'endomètre, donc une action antidélatoire, modification de la glaire cervicale qui devient imperméable aux SPZ, action anti-gonadotrope, pas toutes les pilules, et ralentissement de la mobilité tubaire. Et en ralentissant la mobilité tubaire, donc elle va empêcher la fécondation. La contraception progestative inclut la pilule microdosée par voie orale, la contraception macroprogestative orale et injectable, et les progestatifs administrés par de nouvelles voies subcutanées à l'aide d'implants subcutanés ou bien intra-utérines à l'aide de dispositifs. La pilule microdosée ou micropilule. Donc, exemple, on a Microval 30 gamma ou bien Cerazette, administrée de façon continue quotidiennement. En cas de pilule microprogestative, on n'a pas d'arrêt. Donc, la malade, elle va prendre sa pilule en continu. Donc, l'efficacité, donc, elle reste efficace. Pourquoi? Parce que l'indice de Pearl, il est entre 0,5 et 2%. Les avantages excellente tolérance clinique et biologique peuvent être utilisés pendant l'allaitement. D'ailleurs, en postpartum, si vous avez fait votre consultation, vous donnez le nom Microval ou bien Cerazette. D'accord? Utilisé en cas de contre-indication. Aux ostroprogestatifs, si j'ai une malade hypertendue, je lui donne la microprogestative. Si elle est diabétique, je lui donne la microprogestative. D'accord? Les effets secondaires, troubles des règles, aménorrhée, métrorragie anarchique ou bien spotting. Le spotting, ça reste pour lutter contre le spotting, il faut que la prise soit à une heure fixe. Les indications, toutes les contre-indications aux oestrogènes ou bien à la pilule ostroprogestative. Intolérance aux oestrogènes endogènes et période de postpartum et de l'allaitement. Les contre-indications maintenant, accident thromboembolique et évolutif, cardiopathie ischémique, accident vasculaire cérébral, cancer de sein, hépatite virale en évolution, cirrhose décompensée, adénome hépatique, hépatome malin, les inducteurs enzymatiques. Ça, c'est les contre-indications. Maintenant, la pilule progestative pure, on a deux types. On a la microprogestative et la macroprogestative. La macroprogestative, c'est une méthode indiquée pour les patientes en périménopause. On a dit que l'âge supérieur à 40 ans, il était une contre-indication relative à la pilule. Donc pour ces femmes, on peut leur donner les macroprogestatives puisqu'elle permet en plus de l'action contraceptive de lutter contre l'hyperostrogénie relative. D'accord? L'indication femme ayant une insuffisance lutéale avec ses conséquences fibrome, hyperplasie endométriale, mastopathie bénigne, endométriose, et contre-indication aux ostroprogestatifs, bien sûr avec une intolérance aux microprogestatifs, on peut passer aux macroprogestatifs. Les produits, on a par voie orale, le traitement est discontinu 20 jours par mois, de 5e au 25e jour de cycle, soit l'orgamétrine, 1 à 2 comprimés du 5e au 25e, soit le tinil, un comprimé par jour, du 5e au 20e. En Algérie, le tinil, il y a le nomogestrol à sa place, donc c'est le générique, il n'y a pas le tinil. Mais il y a l'orgamétrine, on peut le retrouver. L'injectable, c'est le Depo-Provera, 150 mg en IM profond. Chaque 3 mois, on lui fait une injection en IM et ça va lui couvrir 3 mois. Indiquer ses mauvaises observances. Si vous avez une malade qui a un problème psychiatrique, c'est une malade qui elle fait des absences, donc elle va sûrement oublier son comprimé. Donc on fait recours à cette méthode contraceptive. Les contre-indications, en plus des contre-indications des macroprogestatifs, l'HTA, l'hyperlipidémie, l'obésité, le diabète, les effets secondaires, prise de poids, rétention hydrosodée, troubles des règles, troubles de la minéralisation osseuse. Maintenant, l'implant sous-cutané, on est toujours dans les progestatifs. L'appui, un petit bâtonnet souple de 4 cm de long, de 2 mm de diamètre. Il contient un dérivé de la progestérone. L'implanant, c'est la même molécule que Cerazette. Je vous donne une astuce thérapeutique. Avant de prescrire l'implanant à votre malade, il vaut mieux la mettre sur Cerazette pendant 3 mois. Si la malade, elle tolère bien la Cerazette, vous pouvez lui donner son implanant. Par rapport au prix, la plaque de Cerazette, elle fait 500 dinars. L'implanant, il fait à peu près 2000 dinars. Donc, pour ne pas perdre les 2000 dinars, si la malade, elle va vous dire, je n'ai pas supporté la Cerazette, forcément, elle ne va pas supporter l'implanant, parce que c'est la même molécule. D'accord? Au lieu de mettre 2000 dinars, et on va finir par le retirer parce qu'elle n'a pas supporté,
on lui prescrit Cirazette 3 mois. Si elle la tolère bien, on lui prescrit l'implant pour le mettre. D'accord. Ce problème ne se pose pas ailleurs, il se pose seulement là. Mode d'utilisation, insertion sur la peau, sur la face interne de bras non dominant. Si la malade est droitière, on le pose sur l'avant-bras gauche, sur le bras gauche. Donc, il a une couverture d'à peu près de 3 ans. Il se retire par une incision sous anesthésie locale à l'aide d'une pince. En cas d'implant, on ne fait pas de surveillance. C'est la malade qui va faire une autosurveillance. Elle va le palper à chaque fois s'il n'y a pas de migration, s'il est toujours en place. Les contre-indications, hypersensibilité à l'un des composants, accident thromboembolique, tumeur maligne, hémorragie génitale non diagnostiquée, présence aux antécédents d'infection hépatique sévère, grossesse connue ou suspectée. Si vous suspectez une grossesse, vous n'avez pas le droit de placer l'implant, et le cancer de sein. Maintenant, on va parler de stérilet hormonal ou bien le dispositif intra-utérin ou lévonorgestrel ou bien le Mirena. C'est un stérilet, d'accord, mais il va sécréter des hormones à l'intérieur de la cavité utérine. Le cuivre, il est remplacé par un réservoir contenant la progestérone, libéré très progressivement pendant 5 ans. Il rend la glaire cervicale opaque, gênant la progression des spermatozoïdes. Il crée une atrophie de l'endomètre, empêchant une grossesse, une nidation. Le Mirena bénéficie de 2 indications, la contraception intra-utérine et l'héménorragie fonctionnelle, après recherche et élimination des causes organiques d'islam. Vous avez généralement, c'est des femmes en périménopause qui vont consulter pour des ménorragies, après avoir étiqueté le type de ces ménorragies, c'est-à-dire on dit que ces déménorragies sont d'ordre fonctionnel. La malade elle est en train de saigner parce qu'elle a un dérèglement hormonal. Et elle désire en même temps, elle désire une contraception. Donc on peut lui placer le Mirena. En même temps, il va agir comme une méthode contraceptive et il va lutter contre le saignement. Les contre-indications, le postpartum, inférieur à 1 mois, infection pelvienne aiguë, parce qu'on risque de faire propager l'infection vers les voies génitales hautes, malformation utérine, les fibromes submuqueux, les polypes intra-utérins, l'hémorragie génitale non diagnostiquée, le cancer génital et suspicion, valvulopathie cardiaque, parce que ça reste un corps étranger. En cas de valvulopathie, ça peut rester cause d'endocardite infectieuse. Donc, en cas de valvulopathie, on n'a pas le droit de placer un stérilet. Thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, hépatite virale active, tumeur hépatique et cancer de sein. Pourquoi cancer de sein? Parce que c'est une méthode hormonale. Les thromboses veineuses, c'est pas d'estrogène. Si, il contient de l'oestrogène. Microprogestatif, si, il ne contient pas de l'oestrogène. Il contient la progestérone. Mais la progestérone aussi, elle agit sur les vaisseaux. D'accord. La contraception, est-ce que vous avez compris jusque-là? Donc, on a 2 types d'hormones, 2 types de contraception. La contraception oestrogestative, donc en fonction de la teneur en oestrogène, on va les classer, d'accord, normodosées ou bien ménodosées. Normodosées, 50 gamma, ménodosées, c'est 15, 20, 30, 35, 40. D'accord. La pilule progestative, on a 2 types. La microprogestative, la principale indication, c'est le postpartum immédiat. D'accord. La particularité de la pilule microprogestative, c'est que la prise doit être continue. On ne fait pas d'arrêt. D'accord. Les macroprogestatifs, leur indication en cas de femme en périménopause. D'accord. On peut leur donner les macroprogestatifs pour lutter contre les problèmes liés à on va dire, à l'insuffisance laitière. D'accord. La deuxième méthode, c'est l'implant. Ça reste une méthode, il va sécréter une pilule microprogestative, c'est le même principe que les microprogestatifs. Et on a le stérilet qui va sécréter des hormones en intravaginal. Maintenant, non hormonal, lorsqu'on dit non hormonal, c'est mécanique. Contraception par DU, ça c'est un DU, ou bien dispositif intra-utérin. Deuxième méthode de contraception en Algérie, l'absence de contrainte et d'effets secondaires explique sa bonne acceptabilité. 2 complications majeures, la GU et l'infection utéro-initiale. Vous avez fait le cours de grossesse extra-utérine parce que parmi les facteurs de risque, on a
les femmes qui ont un dispositif utérin. Elle peut faire une grossesse extra-utérine parce qu'elle porte donc, le dispositif, et elle peut faire une grossesse extra-utérine parce qu'elle a un antécédent de port de DU. Par quel mécanisme? Par une infection. Donc, elle était porteuse d'un dispositif, donc il y aura probablement une propagation de l'infection vers les troncs. Donc, ce qui est altération de leur mobilité, altération de leur qualité, et donc c'est un facteur de risque de la grossesse extra-utérine. Donc, il faut les traiter et penser toujours, à chaque fois, ça fait partie de l'interrogatoire. Les différents types de stérilés, on a le DU inerte, linéaire, tridimensionnel, et on a le DU bioactif, c'est-à-dire il est mis au cuivre. Pourquoi le cuivre? Pourquoi pas l'or? Il y a l'argent. Spermaticide. Parce que le cuivre, c'est un chélateur des SPZ. Le cuivre comme matériel, comme minéral, donc c'est un chélateur pour les SPZ. Donc on a utilisé le cuivre à la place des hormones. À la progestérone, on a parlé de ça. Maladie du sang. Mode d'action, action antinidatoire en modifiant l'endomètre par réaction inflammatoire. Lorsque vous introduisez votre dispositif intra-utérin, l'utérus, il va se comporter avec lui comme étant un corps étranger. Il va essayer de le, entre parenthèses, de le phagocyter. Le fait de le phagocyter, il y aura une inflammation qui va se créer. Et par cette inflammation, le DU, il va se fixer bien. D'accord? Modification de la glaire cervicale qui devient hostile au déplacement des SPZ. Les indications, tout ce qui est contre-indication aux oestroprogestatifs. Consolidation d'une cure de Séniché. La Séniché, c'est l'accollement définitif de la cavité utérine. Lorsqu'on fait écrire de Séniché, soit par voie hystéroscopique ou bien par voie naturelle, pour avoir de bons résultats, on place un stérilet pour empêcher l'accollement des parois. Refus de la pilule par la femme. Une femme qui refuse la pilule, elle a un antécédent de cancer, ou bien juste elle refuse parce qu'elle a entendu que la pilule elle peut causer un cancer de sein, un cancer de l'ovaire. Elle refuse, elle est convaincue. Donc, comme étant médecin, vous pouvez lui proposer le stérilet. Docteur, on peut gérer les femmes? En Algérie, non. Ailleurs, si. Les femmes désirant éviter. Il est moins efficace que la pilule. Elle a la même efficacité. Les femmes désirant éviter le risque d'oublier de prendre régulièrement. Les femmes qui sont actives, qui travaillent, qui ont beaucoup de tâches à compléter, donc elles risquent d'oublier sa pilule. Donc on peut lui proposer le stérilet. Contre-indication absolue, infection génitale aiguë. Si vous avez une maladie qui a des pertes ou bien une infection génitale basse, vous n'avez pas le droit de lui placer le stérilet parce que vous êtes en train de disséminer l'infection vers le haut appareil génital. La grossesse, antécédent de GU, malformation utérine, fibrome sous-muqueux, polype intracavitaire, myélométrorragie, cardiopathie valvulaire, on a le risque d'endocardite infectieuse, la nulliparité, la coagulopathie, les contre-indications relatives au risque de salpingite, utérus cicatriciel, si doute sur la cicatrice, mais sur une cicatricielle, on peut le placer, même sur un utérus bicicatriciel. C'est pour ça qu'on dit que c'est une contre-indication relative. Le postpartum immédiat, traitement anti-inflammatoire au long cours. Pourquoi? Parce que le DU se place dans la cavité utérine par un mécanisme inflammatoire. Si vous allez prescrire des anti-inflammatoires, vous allez empêcher cette réaction, donc il risque de tomber. D'accord? Vaginisme, cervicite, un diabète mal équilibré. Comment on va le placer? On commence toujours notre consultation par un interrogatoire, antécédents gynécologiques, antécédents obstétricaux, nombre de grossesses, avortements, les accouchements, les GU, examen gynécologique spéculant à la recherche d'une vaginite, cervicite, ECB des pertes, un toucher vaginal, apprécier l'utérus, et bien sûr, on fait un examen des seins. L'examen complémentaire. Si la malade elle a des pertes au moment de l'examen, on peut faire un ECB des pertes, on peut lui faire un frottis. Idéalement, c'est capter la malade en ce moment pour lui faire son frottis cervico-vaginal. C'est le moment idéal pour que la malade puisse bénéficier d'un dépistage de cancer de sein. Donc elle vient pour placer son stérilet, on va profiter de l'occasion pour lui donner son frottis cervico-vaginal. Le moment de pause, le DU doit être posé juste après les règles. Pourquoi au moment des règles? Deuxième jour de cycle. Pourquoi?
Est-ce que Inflammation. l'endomètre n'est pas encore développé? Non. L'inflammation. Il n'y a pas de grossesse. L'endomètre est... Non, ça n'a rien à voir avec l'endomètre. Parce qu'au moment des règles, il y a une ouverture physiologique de col pour permettre le sang de règles d'être extériorisé. Là, on va bénéficier de cette ouverture physiologique. D'accord. Donc, il y aura l'ouverture physiologique. Donc, on place le DU au deuxième jour de cycle et on le retire au deuxième jour de cycle. Parce qu'il y a une ouverture physiologique. Si vous allez examiner votre malade à la première phase, il y a une fermeture. Donc, vous risquez de trouver une difficulté à placer le DU. D'accord. Et un autre élément, c'est pour éviter la grossesse. Parce qu'on est sûr, la malade, elle a eu son cycle. Donc, on est sûr que ce n'est pas une grossesse. 3 mois donc, après un accouchement, donc on peut placer un stérilet 3 mois après un accouchement, 2 mois après un avortement et 3 à 6 mois après une césarienne. Technique de pose maintenant, toucher vaginal, désinfection et stérométrie, c'est-à-dire on va mesurer la longueur de la cavité utérine. Et le DU introduit en évitant tout contact avec les voies génitales, il est placé au fond utérin. Ensuite, on va couper le fil à 3 cm. On peut donner des antispasmodiques. Pourquoi? Parce que l'utérus, au moment de la pose, il va se comporter avec le DU comme un corps étranger. Il va essayer de faire plusieurs contractions pour l'expulser. Donc, en donnant des antispasmodiques, on va lutter contre ça. Ne pas faire confiance au DU pendant le premier cycle. C'est-à-dire, le premier cycle, la femme, elle doit associer une contraception associée, une préservative ou bien une pilule ou bien, d'accord? Parce qu'il peut ne pas être efficace. La surveillance, prise de la température pendant 2 à 3 jours, parce que le corps, il peut le considérer comme un corps étranger, il peut avoir comme réaction une augmentation de la température, examen clinique et échographique et un frottis tous les ans. Les complications immédiates, perforation utérine, c'est-à-dire vous allez plus qu'on il faut, donc vous allez perforer le fond utérin. Un choc vagal, parce que vous allez stimuler le col, donc ça va donner un choc vagal. Syncope, douleur, métrorragie. Tardif, grossesse extra-utérine, grossesse normale accidentelle, c'est décrit malgré, vous avez vu avec l'image de Google bébé. on est avec le DU en main. Donc même avec un DU, on peut avoir une grossesse. Expulsion, migration, c'est-à-dire, c'est pour ça l'intérêt de faire la surveillance. Vous retouchez la malade, vous n'allez pas percevoir le fil, ou bien vous faites votre échographie, vous n'allez pas trouver le dispositif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Non. Qu'est-ce qu'on fait? D'emblée, wow. Je dois le localiser. Je ne sais pas est-ce qu'il est expulsé, il est extériorisé ou bien il est dans la cavité abdominale. ASP, c'est de cuivre. Donc il est radio-opaque. Je fais mon ASP et je trouve mon lang. Et comme ça, je vais faire une cellule ou bien une laparo pour extérioriser. Maintenant, la contraception locale, vaginale, le diaphragme. C'est un dôme en latex placé avant le rapport au fond du vagin et lorsque l'orifice cervical externe, on l'introduit au plus tôt 6 heures avant le rapport et on le enlève 6 à 8 heures après. Les spermicides, on a parlé, c'est des ovules, crèmes ou bien éponges à mettre dans le vagin avant le rapport sexuel. Ils forment une barrière chimique qui va détruire les SPZ. D'accord? Ils ne sont généralement utilisés qu'en complément à d'autres méthodes. D'accord? Tellement la femme elle a peur de tomber enceinte, elle peut associer les deux méthodes, un spermicide avec préservatif ou bien un diaphragme avec spermicide. Avantage, simple utilisation, sans prescription, pas de contre-indication médicale, rôle de lubrifiant, c'est une méthode réversible. Inconvénient, il est coûteux, il est contraignant, possibilité d'intolérance locale, il y a un risque de 20 à 30% d'échec. Les préservatifs masculins. Préservatif masculin est disponible en différentes épaisseurs, textures et tailles. Et il est déroulé sur le pénis en érection. Méthode de choix, c'est le partenaire occasionnel. Donc c'est généralement où le couple n'a pas une activité sexuelle régulière. Donc c'est une activité occasionnelle. On peut lui prescrire le préservatif masculin.
Ça aide à prévenir contre les IST ou bien les MST, indiquer surtout s'il y a une contre-indication à la pilule et une contre-indication au DI. Avantage, protection contre les MST, le sida, méthode simple, facile à se procurer, prise en charge, c'est une contraception, on va dire, masculine, protection contre le cancer de col, parce que porte le préservatif, il n'y aura pas de transmission de l'HPV. Inconvénient, peut diminuer la qualité et la spontanéité de l'acte sexuel, peut se déchirer, taux de grossesse non désiré plus important qu'avec la pilule et le stérile. Donc c'est une méthode qui n'est pas très sûre. Préservatif féminin ou féminin, c'est une gaine cylindrique pré-lubrifiée. L'anneau interne est placé au fond du vagin et l'anneau externe repose au niveau de l'orifice vulvaire. L'acceptabilité est supérieure à 50%, mais nécessite une période d'apprentissage parce qu'il lui faut une méthode d'apprentissage et comment la femme doit être sûre de la pose efficace de préservatif. Peut être mis à n'importe quel moment avant le rapport. Il est adapté aux femmes qui ont une vie sexuelle irrégulière et espacée. C'est comme le préservatif masculin. Excellente protection contre les MST, utilisée par les femmes en cas de refus ou d'impossibilité d'utilisation de préservatif masculin. Sans prix, inconvénient. Installation peut paraître astreignante. Son aspect peut en décourager certains. Maintenant, la contraception naturelle ou bien les méthodes naturelles de contraception. La méthode MAMA, c'est quoi? C'est une méthode utilisable pendant les 6 premiers après la naissance. Parce que la malade, pourquoi on l'appelle MAMA? Parce qu'elle est en train d'allaiter. Donc, si elle allaite, donc la prolactine, il va inhiber, il va arrêter l'ovulation. D'accord? Donc, jusqu'au retour de couche, elle peut être efficace. Toutefois, cette méthode est très contraignante. Elle suppose, pour être efficace, un allaitement exclusif à la demande jour et nuit. C'est-à-dire que la méthode d'allaitement, bien la méthode maman, soit efficace, il faut que le bébé soit exclusivement nourri au sein. Mais si on fait un allaitement mixte, si on fait recours, elle vient, je suis tombée enceinte. Non, elle n'est plus efficace. Il faut que l'allaitement soit exclusif et à la demande et jour et nuit. Et l'absence, bien sûr, des règles, c'est-à-dire absence des règles, c'est-à-dire la malade, elle n'a pas eu ses règles. La méthode de la glaire cervicale ou bien Billings, c'est une abstinence dès l'apparition de la glaire, recherchée par la femme après introduction dans le vagin de 2 doigts, puis écartement pour apprécier la filante. Vous connaissez qu'au moment de l'ovulation, la glaire cervicale, elle devient plus filante. Pourquoi? Pour encourager la propagation des SPZ vers les 30. Et au moment de la, on va dire, prémenstruelle, la glaire, elle est opaque. Donc elle va faire, elle ne permet pas la propagation des SPZ. Donc on fait une abstinence à poursuivre 4 jours après l'apparition de la dernière glaire humide. Donc durant cette période, elle va correspondre à la période ovulatoire. Donc on fait une abstinence, c'est-à-dire le couple, ils ne vont pas faire une activité sexuelle durant toute cette période, la période qui correspond à l'ovulation. Le coït interrompu, ou bien le retrait, le taux d'échec il est très élevé, c'est 15%. Cette technique est peu efficace, très astreignante et source de difficultés conjugales. Elle n'est pas très acceptée par le couple. La méthode eugénocnose, elle se base sur la durée de vie des spermatozoïdes dans la glaire, 3 jours, et sur celle de l'ovule, 1 jour. Les rapports sexuels sont proscrits de 10e au 18e jour, c'est-à-dire à peu près avant l'ovulation. Mais pour que cette méthode être efficace, il faut que le cycle soit bien régulier. D'accord? Il suffit que la malade fait une ovulation précoce ou bien une ovulation tardive et elle peut tomber enceinte. Elle est inefficace en cas de trouble de cycle car l'ovulation survient à des dates variables. Donc si la malade a un cycle irrégulier, c'est une méthode inefficace. La méthode de température, les rapports sont possibles seulement 2 jours après la montée de la température. Cette méthode, toujours, on est en train de chercher la méthode le moment de l'ovulation, soit par la glaire, soit de la température. Cette méthode limite les rapports à la période post-ovulatoire, ce qui est astreignant. La contraception d'urgence maintenant. La contraception d'urgence, c'est généralement où il y a un rapport, on craint que le rapport est fécondant en cas de viol. Donc on peut donner une contraception d'urgence pour ne pas, surtout en cas de viol. En cas de viol, on donne une contraception pour que cette fille ou bien cette femme ne tombe pas enceinte.
Contraception de lendemain ou contraception post-coïtale, c'est une méthode de rattrapage utilisée après un rapport non ou mal protégé et qui reste d'être fécondant sans dépasser un délai de 72 heures. Si la malade a déjà passé 72 heures, c'est bon. Après le rapport pour la contraception hormonale. La contraception d'urgence n'est pas destinée à substituer la contraception conventionnelle. Les méthodes, soit une pilule à base d'acétate de léprestale, pilule à base de levonorgestrel, pilule de contraceptif oral combiné ou bien un DU. On peut placer un stérilet au cuivre dans les 24 heures qui suivent le rapport qui est censé être fécondant. Ça, c'est les différentes méthodes. Le Norlevo, c'est la pilule c'est un comprimé unique, mais dommage, je n'ai plus disponible. Donc, on fait toujours recours soit stédéré qui est toujours en rupture ou bien microgène. Donc on peut donner 3 comprimés en prise unique, renouveler 12 heures après. Lorsqu'il y avait le Norlevo bien stédéré, on donne un seul comprimé qui fait l'affaire. Contraception maintenant masculine. On a des méthodes contraceptives masculines, soit le préservatif masculin, soit le coït interrompu, soit la vasectomie, c'est une méthode chirurgicale, soit la pilule masculine. Les recherches maintenant, on est en train de développer une pilule pour l'homme, pour que la femme ne prenne pas de pilule. Donc c'est le moment de l'homme pour prendre la pilule. Donc perspective en contraception, il faut un délai pratiquement de 60 ans. Vous connaissez que la spermatogénèse se fait en 3 mois. Donc pour inhiber la spermatogénèse, pour qu'il soit réversible, 3 mois environ. Le but, c'est inhibition de la production des spermatozoïdes par diminution de FSH et de LH, tout en maintenant un taux physiologique d'androgène. Androgène seul ou bien association progestane. Donc on est en train de réfléchir, on est en train de faire des recherches sur ça. Est-ce qu'on va lui donner des androgènes seuls ou bien lui donner des androgènes associés au progestatif? C'est le principe des dopages. Oui. La stérilisation. La stérilisation par rapport à la contraception, si vous vous souvenez de la définition, parmi les critères de définition, on a dit réversible. La stérilisation, c'est irréversible. C'est une méthode irréversible, plusieurs méthodes. Soit hystéroscopie, on va insertion un implant métallique et sûr. Donc c'est comme c'est un ressort, on va l'insérer au niveau des trompes. D'accord. Et au niveau des trompes, donc il va empêcher la propagation des SPZ, la migration de l'ovocyte. Par voie cilioscopique, on peut mettre des clips, ou bien on fait une électrocoagulation à la bipolaire. Par voie vaginale, ou bien la parotomie. Donc on fait la ligature des trompes. La ligature section, pour la masculine, il y a la vasectomie bilatérale. On fait une ligature section des canaux différents sans modifier la fonction endocrine testicule, c'est-à-dire l'homme, il a toujours son libido, il a toujours son désir, mais on va empêcher la production et la sécrétion des SPZ. Elle est efficace après 90 jours. Donc si vous faites une vasectomie aujourd'hui, elle n'est pas efficace dès aujourd'hui, mais au bout de 90 jours. C'est la période de la spermatogénèse. La reperméabilisation, elle est possible, mais avec un taux de réussite inférieur à 70%. Si l'homme, après tant d'années, il change d'avis, on peut lui proposer une reperméabilisation, mais le taux d'échec est très élevé. Comment choisir maintenant sa contraception? Il faut prescrire une contraception. Il ne faut pas la minimiser, ce n'est pas une simple prescription. Le rôle de médecin, c'est d'écouter une demande, souvent susciter une réflexion, parfois conseiller une méthode, effectuer un bilan médical, organiser une surveillance. Interrogatoire, surtout, je suis en train de me répéter, le caractère de cycle menstruel, les antécédents contraceptifs, les antécédents obstétricaux, médicaux, chirurgicaux, donc les habitudes, tabagisme. Non, si vous avez une femme fumeuse, vous ne pouvez pas lui donner l'œstroprogestatif. Vous allez augmenter son risque. Donc chaque malade est un cas, chaque femme est un cas. Antécédents familiaux, si elle a un antécédent familial de cancer de sein, bien un cancer de l'ovaire, vous ne pouvez pas lui donner une pilule œstroprogestative. L'examen clinique, il doit être complet. Tension, poids, palpation de foie, palpation des seins, examen gynécologique, spéculum, toucher vaginal et bien sûr un frottis cervico-vaginal. Selon la méthode, mais dans tous les cas, il faut faire un frottis cervico-vaginal. La pilule
contraceptif, on doit faire un bilan métabolique, glucidique et lipidique. Ces bilans seront demandés également au cours de la surveillance. En fonction de la période de la vie génitale. Chez l'adolescente, par exemple, la contraception hormonale est la méthode de choix associée à un préservatif. Il s'agit de la contraception monodosée. Après 35 ans, 40 ans, la pilule garde une place en l'absence de facteurs de risque. Le stérilet au progestatif, c'est ménorragie fréquente. Dans le postpartum, on donne les microprogestatifs. Dans le post-abortum, la contraception pourra être démarrée immédiatement, de préférence par une pilule séquentielle pour régénérer l'endomètre. On a parlé de ça. En cas de diabète, on peut donner un DU et s'il n'y a pas d'antécédent infectieux. On peut donner une pilule microprogestative si diabète insulinodépendant bien équilibré sans complications oculaires. Pour conclure, espacer les naissances est un problème de santé publique puisqu'il a un impact économique très élevé, mais chaque couple doit avoir sa propre contraception qui répond à ses antécédents, état de santé et qualité de vie.